Bonjour Evan. Bonjour, Alors déjà, je te remercie tout d'abord pour avoir accepté de témoigner de ton expérience en tant que 10. mais merci à vous. C'est toujours un plaisir de faire en sorte que ce soit plus reconnu. Et donc, merci. Et donc, du coup, suite à ton accord et au nom de la fédération DMF, dyspraxique mais fantastique, nous entamons aujourd'hui une série de témoignages sur la chaîne YouTube de la fédération. Suite au questionnaire transmis, tu nous as fourni des réponses sur lesquelles nous nous appuierons tout au long de notre interview. Voilà, donc si tu veux bien déjà nous présenter un peu tes difficultés brièvement au quotidien, de manière à pouvoir entamer le questionnaire qu'on a fait ensemble. Alors, je voudrais d'abord dire que même si elles n'ont pas disparu, je voudrais dire qu'elles ont fortement diminué depuis le diagnostic, parce qu'avec la rééducation, ça a fini par aller mieux, mais ça ne veut pas dire que ça a disparu. Euh, Aujourd'hui, principalement, les difficultés elles se manifestent toujours par une impossibilité totale de faire une double tâche, qui est autant d'un point de vue scolaire que dans la vie quotidienne, une impossibilité d'effectuer certaines consignes qui restent euh, pas claires, une impossibilité de se repérer dans le temps et dans l'espace, ou oublier certains rendez-vous euh, et de beaucoup avoir aussi encore pas mal de troubles de l'équilibre, chuter à certains changements de sol et se cogner encore à pas mal de coins de table, de meubles. Voilà, principalement, c'est ça aujourd'hui. Très bien, merci. Tu nous as parlé, alors, je t'avais posé une question concernant ta créativité au quotidien et comment elle pouvait se traduire. Donc, Alors, vas-y, oui, oui. depuis que je suis toute petite, j'écris beaucoup. J'avais beaucoup de journaux intimes. Au départ, c'était pas vraiment artistique. Puis, avec l'âge, c'est devenu de plus en plus des poèmes, des chansons que j'écris à la main. Parce que paradoxalement, c'est plus facile pour moi euh, de faire cet art-là sur le papier qu'à l'ordinateur. Et, euh, et donc, j'écris, je dirais pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Principalement pour moi, mais en vrai, des fois, un peu pour tout le monde, parce que je finis souvent par le partager un peu autour de moi. Et voilà, ça m'apaise. D'accord. Alors, quelle méthode tu utilises ou quelles sont les méthodes que tu utilises pour écrire tes textes, par exemple? Il n'y a pas réellement de méthode. En fait, quand je sens qu'il y a un trop-plein d'émotions, quelle qu'elles soient heureuses ou tristes, ou positives ou négatives, je laisse le trop-plein arriver. Et quand j'ai besoin de le sortir, je prends une feuille et un crayon de papier et j'écris. Et en général, ça sort assez rapidement. Je sais souvent ma première phrase et ma dernière phrase, et le milieu, je le construis sur l'instant, et je fais quasiment aucun effort de forme, puisque c'est qu'il y a que moi qui va le lire. Je m'en fiche de m'appliquer pour les lettres, donc ça ressemble un peu à rien, mais moi j'arrive à me relire derrière, et je barre, je rature, et je construis. Je fais un sentiment qui peut être négatif à la base, j'en fais quelque chose de beau, et moi ça me fait du bien. Très bien, oui. Donc, en fait, c'est concernant les sujets qui t'inspirent, tu nous as parlé d'amitié et résilience. Oui, pas mal. C'est pas mal parce que j'ai été très seule une grosse partie de ma vie, euh, très 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 seule, d'un point de vue amical, alors que j'avais une famille assez soutenante, heureusement. Oui, en tout cas, je me suis sentie très seule une grosse partie de ma vie. Et donc, et donc, j'ai encore un peu de mal à trouver ça normal
quand je me sens bien, quand je suis intégrée. Maintenant, avec la fac, ça se passe très bien. J'ai plein d'amis, plein de connaissances. Et des fois, bah, toutes les émotions positives que je ressente se transforment quand même un peu en résilience et combativité parce que j'arrive pas à le réaliser tellement c'est en fait arrivé assez rapidement par rapport à tout le harcèlement, toute la haine que j'ai pu subir des autres toute ma vie, quoi. Finalement, ça fait que 4 ans que ça va mieux et c'est très peu sur 22 ans de vie. Oui, mais tu es sur la bonne voie, comme on dit. Voilà. C'est très bien. Et les compensations au quotidien. Alors, à l'école, Alors, à l'école, quand je suis informatisée depuis l'âge de 8 ans. J'ai un ordinateur donc en classe depuis l'âge de 8 ans. Quand j'étais en primaire, du coup, il y avait énormément de logiciels primaire-collège pour la géométrie, la dictée. Il y avait plein de logiciels pour que je puisse suivre les cours sur mon ordinateur. Arrivé au lycée et maintenant à la fac, il n'y a plus de géométrie et de dictée, donc je reste informatisée, mais j'ai besoin que d'un logiciel de traitement de texte pour prendre mes TD et rendre mes copies. Là, mais à la fac, il y a eu un autre aménagement qui s'est mis en place, où la question ne s'était même pas posée avant. C'est que je me suis rendu compte que il était impossible pour moi de noter, même si je tapais très vite et que je connais mon clavier par cœur, de noter le cours en amphithéâtre parce que il fallait l'écouter et à l'instant T même le taper sur l'ordinateur et c'était impossible pour moi. Donc, on a fait en sorte de mettre en place un aménagement où une personne anonyme dans l'amphithéâtre est payée par l'université pour prendre les notes des cours magistraux pour moi et les déposer sur une plateforme que je récupère à la fin de chaque semaine les notes et pour les examens, j'ai un tiers-temps depuis la primaire aussi. d'accord. Alors, concernant les logiciels que tu peux utiliser ou que tu ne souhaites pas utiliser, parce que bon, tu n'en avais pas l'utilité, je te parlais par exemple de la dictée vocale. Et donc là-dessus, tu m'as dit, effectivement, j'ai plutôt une mémoire plutôt visuelle. Oui, assez. J'ai plutôt une mémoire assez visuelle, donc la dictée vocale ne m'aide pas réellement parce que je préfère vraiment me concentrer sur le cours et l'entendre correctement une seule fois, mais après, j'ai besoin de le voir écrit avec des couleurs soulignées et de pouvoir le relire euh, parce que la dictée vocale, je pense que vous parlez de l'ordinateur qui écrit tout seul quand il entend quand il entend parler le professeur, c'est ça. Parce Ouais, que ouais. certaines personnes l'utilisent, mais en amphithéâtre, c'est assez complexe finalement en soi la dictée vocale parce que il peut y avoir, c'est assez vivant comme en tout cas, oui, comme milieu. Ça dépend certes des professeurs, mais la majeure partie du temps, c'est assez vivant. Il peut y avoir des questions à droite à gauche qui sont posées. Et donc, la dictée vocale, si elle écrit en boucle, en fait, le cours, moi, j'ai déjà essayé, mais derrière, en fait, il faut en fait le reprendre pour virer tous les passages qui sont un peu inutiles, les bruits de fond, les bavardages à droite à gauche un peu discrètement, mais qui vont quand même être perçus et retranscrits sur le cours. Donc en fait, ça fait un travail supplémentaire d'y retourner derrière pour le remettre au Je propre. continue l'enregistrement et si j'ai besoin de quelque chose, je t'en ferai part. D'accord. Voilà. Donc, du coup, effectivement, on parlait des compensations à l'école. Donc, Oui, j'étais en train de dire que la dictée vocale est une bonne idée sur le papier, mais que pour l'amphithéâtre, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'aide pas. Il y en a certains qui, enfin, les appels à l'université, on les appelle les étudiants en phase. Donc, ce sont les autres étudiants en situation de handicap de l'université. Certains l'utilisent et parce que par derrière, en fait, eux, ça les aide à mieux retenir et mieux apprendre de quand même aller relire le cours derrière pour essayer de le remettre au propre.
moi, je trouve que c'est une perte de temps. Donc, je préfère récupérer mes cours chaque fin de semaine déjà propre et clair que d'utiliser la dictée vocale. Très bien. Alors, concernant pendant les examens, par exemple, pour, pour répondre aux différents sujets pendant les examens, euh, tu rencontres quelques difficultés ou comment tu t'adaptes par rapport au fait que ce soit un examen à l'instant T et... Alors, il y en a de temps en temps des difficultés. En fait, sur le papier, les aménagements, ils sont très clairs. euh, et ça se passe de manière générale sur la forme assez bien, mais en fait, sur le fond, de temps en temps, il y a toujours principalement des problèmes avec les surveillants, les personnes qui sont censées bah, faire en sorte que les aménagements soient appliqués. Il y a souvent des manques de compréhension des aménagements et un certain manque de volonté, pour rester poli, qui en fait, nous amène à, en plus d'avoir le stress de l'examen comme tout le monde, avoir le stress de sur quel surveillant on va tomber, est-ce que oui ou non on va me laisser le temps de finir ma copie. Un exemple tout bête qui arrive assez souvent, c'est que la plupart du temps, donc on a 4 heures d'examen quand les autres ont 3 heures. Et la plupart du temps, il y a certains surveillants qui commencent à nous mettre un petit peu la pression 10 minutes, un quart d'heure avant la fin des 4 heures pour nous dire, bah là, il faudrait imprimer les copies pour qu'on ait le temps d'imprimer. Et on doit se battre pendant que l'heure tourne l'examen avec le surveillant pour lui dire que l'heure d'impression, enfin le temps d'impression, ne rentre pas dans les 4 heures d'examen que nous avons, parce que ceux qui écrivent à la main ne s'arrêtent pas 10 minutes avant pour avoir le temps de faire la queue et aller donner leur copie à la chaire, que ça n'a pas de sens. Et, euh, et des fois ça passe, des fois ça passe pas, et on doit s'asseoir sur le quart d'heure qui nous reste parce que en fait il n'est même pas productif, puisque pendant qu'il tourne, on est en train de dire aux surveillants, mais en fait laissez-nous écrire parce qu'il nous reste un quart d'heure. Ça dépend. Et on fait remonter à la hiérarchie, mais il n'y a rien de particulier qui est fait parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une sorte de, bon, là, où ils ont déjà leur tiers-temps à leur ordinateur, ils vont pas se plaindre pour un quart d'heure. En soi, de plus, de moins, ça va, en soi. Ils ont déjà un examen adapté, ce qui est vrai, mais ce qui est malhonnête, quand même. Voilà. Oui, très bien, merci. Alors, toujours dans les compensations au quotidien, on parle par exemple de tes déplacements. Mhm. Alors, tu m'as dit que effectivement, tu avais une carte de mobilité inclusion. Oui, depuis 3 ans, c'est assez récent, ça. Depuis 3 ans, parce que ben, j'ai pas le permis par choix. Et aussi, bien aussi parce que je me dis que ça serait difficile pour moi et que j'ai pas envie de le passer maintenant, mais aussi par choix parce que j'en ressens pas le besoin. Mais donc, ben, depuis 3 ans, j'ai une carte parce que ben, je me déplace beaucoup que en transport en commun. Et donc, à partir du moment où on est en heure de pointe, j'en ai besoin parce que ben, il faut que j'ai un siège. Bien sûr. Et donc, bah, je m'en sers. J'aimerais en fait ne pas avoir à m'en servir parce que bah, vraiment une fois sur deux, ça se passe pas bien. Parce que quand on me voit arriver sur mes deux, sur mes deux jambes avec un physique, enfin, on ne dirait pas que je suis en situation de handicap. Même si je monte la carte et que en fait, les gens la connaissent, cette carte-là, mais il y a des fois, on me regarde des pieds à la tête et en fait, je passe pour une fraudeuse. D'accord. C'est une tentative de fraude pour les gens. C'est très difficile pour eux de comprendre. Et moi, je ne veux pas me justifier. Je ne vais pas commencer à déballer ma vie dans le tramway. Bien sûr. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Donc, il y a même une fois un monsieur qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a demandé si c'était cérébral. Euh, pour obtenir des fois le siège, il faut aller chercher le conducteur ou un agent TBM qui passe
Mais entre-temps, il y a 1000 moments où en fait je risque de tomber très clairement sur les gens. Et les gens se plaignent quand je leur tombe dessus, mais en même temps personne ne me donne de siège. Donc ça dépend. Mhm. Quand je suis accompagnée, quand je suis accompagnée de quelqu'un, ça se passe très bien parce que bah, bizarrement, quand il y a un ami valide à côté de moi qui fait les gros yeux, un garçon peut-être un peu plus imposant, qui fait les gros yeux et qui dit non mais en fait vous allez lui donner le siège, ça se passe mieux. Quand je suis toute seule, ça ne marche pas. Mhm. Rarement. Ouais. Voilà, donc oui, c'est pas toujours évident, effectivement. Tu utilises aussi un GPS. Alors, le À chaque fois, je me balade à pied. Quand voilà. je me déplace à pied, j'ai besoin de. Bah, sinon, j'arrive pas à me déplacer juste parce que je ne sais pas. En fait, je retiens jamais le trajet, quoi. Donc, j'en ai besoin même pour rentrer chez moi, quoi. Oui, effectivement, ça a retenu mon attention sur le fait que euh, quand tu passais quelque part et que tu repassais à cet endroit ou à ces endroits, effectivement, tu pouvais pas ne pas utiliser ton GPS. C'est- Et j'aimerais, par exemple, qu'il existe un GPS pour le supermarché également aussi. Parce Mhm. que moi, je me perds dans les rayons. Moi, je sais maintenant, quand je suis étudiante, donc je cuisine très peu, mais des fois, j'ai besoin de faire des courses. Et des fois, ben, certains amis, quand je leur dis, non, mais attendez, moi, il faut qu'on ait une heure de rendez-vous précise, parce que moi, je dois aller faire des courses aujourd'hui. Et eux, les courses, ça leur prend 10 minutes. Et donc, ils me disent, oui, bah, enfin, ça va, c'est pas très grave. Et je leur dis, mais non, non, moi, ça va me prendre 2 heures. Donc, je dois savoir à quelle heure on se retrouve pour savoir quand est-ce que je vais au supermarché. Parce que je sais que si je vais seule, moi, c'est très long. Je peux y aller 50 fois au supermarché. Je vais toujours me retrouver au rayon conserve alors que je voulais du papier toilette et me dire, mais non, c'est pas là. Euh, et je passe du coup mes courses à interpeller un vendeur en me disant, il me faudrait ci, il me faudrait ça, il me faudrait ça, parce que sinon, c'est un temps, c'est interminable, quoi. Ah oui, alors je voulais te poser aussi une question par rapport à ça, par rapport par exemple, quand tu vas au centre commercial, que tu fais tes courses, est-ce qu'il t'arrive peut-être d'acheter plusieurs fois la même chose ou non par peut-être inattention ou parce que tu n'as pas fait le tour de ce que tu avais chez toi ou peut-être, je sais pas. Non, parce que j'ai une liste. D'accord, Je fais une liste et ça fait partie aussi du temps compris dans les courses complètes. C'est que oui, je dois faire le tour de chez moi pour vérifier que j'ai tout. Mais après, là, quand le tour de chez moi, quand c'est mes courses étudiants, c'est un studio, donc oui. je suis pas chez ma mère, donc ça le fait vite. Mais je dois bien vérifier. Eh bien, je peux pas partir au supermarché sur un coup de tête comme tout le monde en me disant, oh mon Dieu, j'ai deux, trois courses à faire. Ben, je dois prendre ci, je dois prendre ça, je vais le retenir. Moi, je peux pas faire ça. Je dois faire une liste anticipée, même si j'ai besoin d'acheter juste du café et du lait, je dois faire une liste et savoir ça me prendra au minimum une demi-heure pour aller faire des courses. Donc, Alors, ce que t'apportent tes compensations, les compensations que tu as, tu m'as dit une certaine forme de sécurité. oui, une, Ça te rassure. oui, en fait, ça me rassure parce que ça me permet de pas oublier moi-même que je suis handicapée. D'accord. Parce que les autres, ils l'oublient, je m'en fiche au final. Mais en fait, ça devient très lourd à porter quand toi-même tu doutes, quand toi-même tu te mets à penser que finalement c'est peut-être un peu trop. Sauf que j'ai déjà essayé d'imaginer ma vie si on m'enlevait toutes les compensations auxquelles j'ai le droit. Non, ça, j'en ai besoin et ça me fait du bien de me rappeler que j'en ai besoin. Ça me rassure. Très bien. Alors, on parlait aussi éventuellement des moyens éventuellement à utiliser pour que les situations où on n'a pas besoin de compensation, les autres le perçoivent comme des différences. C'est- C'est-à-dire que, en fait, euh, tu as dit simplement, j'ai pas vraiment envie que les autres perçoivent les différences tout le temps.
Euh, et donc, c'est une forme de liberté de mouvement, Oui, c'est une grande forme de liberté. Ben, en fait, la fac m'a permis de côtoyer enfin, et d'être assez solidaire avec euh, tous les étudiants qui se retrouvent dans la même salle d'examen que moi. On est une petite vingtaine et depuis la L1, maintenant, on se connaît assez bien. Et, enfin, de pouvoir échanger sur le handicap de manière générale. Et je me suis rendu compte que c'était une forme de liberté dans le sens où, oui, mes camarades en fauteuil roulant euh, ont plus de facilité à faire respecter leur aménagement, mais parce que les gens, ils voient le fauteuil roulant, ils voient pas mon camarade qui est assis dessus, en fait. Et il y a une forme, en fait, il y a une forme de pitié hypocrite qui est derrière l'aide et que dont moi, je veux pas, et dont moi, j'ai la chance de pas avoir. Mais moi, l'indifférence, elle amène le manque de respect et l'incivilité. Et en fait, on a un lot de difficultés qui est diamétralement opposé, mais qui reste un lot de difficultés qui est pas normal. de... Voilà. Très bien. Concernant les aides reçues, alors à l'école et par ta famille, par tes amis, est-ce que tu voudrais m'en parler un petit peu? Les aides C'est-à-dire, au quotidien. Ah oui, oui, au quotidien, à l'école, par ta famille, ben, à l'école, on en a assez parlé avec l'ordinateur. oui, Après, dans la vie quotidienne, oui, euh, mes, bon, mes parents sont séparés aujourd'hui, donc je vis principalement avec ma mère, oui, qui n'a plus besoin de m'aider tant que ça. Avant, elle m'habillait quand j'étais petite, elle me brossait les cheveux. J'ai appris à le faire avec la rééducation. Je suis relativement assez autonome. Maintenant, ce que ma mère fait pour moi, c'est surtout la cuisine. C'est des plats parce que ça, il y a encore un blocage, j'ai encore besoin d'aide pour faire à manger. Donc, et puis, mais sinon, bah, j'ai reçois plus d'aide de la part de mes amis quand on sort dehors, parce que j'ai une vie étudiante, ce qui est plus classique. Donc, j'ai besoin d'aide pour me déplacer quand je suis un peu fatiguée ou que j'ai un petit peu bu, parce que du coup, ça altère l'équilibre. oui, De boire une bière, moi, j'ai beaucoup moins d'équilibre de la moyenne de mes amis quand je suis sobre. Donc, quand je bois une bière, j'ai besoin d'aide, oui, plus d'aide que n'importe qui boit une bière. Donc, j'ai besoin d'aide pour me déplacer quand je suis fatiguée ou pour porter le verre, parce que sinon, je vais le renverser sur quelqu'un et bon, c'est pas très agréable bien sûr. pour la personne qui va recevoir un verre dessus, mais ce sera pas agréable pour moi de devoir tenter de justifier que j'ai pas fait exprès. Et donc, pour éviter ce désagrément-là, ben, en fait, on me porte les verres. Et, voilà. Et en vrai, ça s'arrête assez là, de manière générale, quoi. Voilà. Donc, du coup, euh, le fait de dépendre parfois de d'autres personnes, je te posais la question si ça te posait un problème, on va dire, des fois, voilà. Alors, oui et non. Ça dépend ça dépend des jours. Parce que bah, ça m'a posé un problème un temps. Mais en fait, ce qui me posait un problème, c'était pas de recevoir de l'aide de mes amis, c'était d'avoir des amis. Mhm. Et donc, enfin, je me suis rendu compte ça avec une aide, un soutien psychologique, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir des amis, paradoxalement, j'ai commencé aussi à être très malheureuse parce que j'avais en fait, vraiment un gros syndrome de l'imposteur que je traînais, que j'ai dû enlever, que j'ai dû faire un travail. Et quand j'ai compris qu'en fait, ils m'aidaient pas par pitié, mais juste par amour, par amitié, et que parce que c'était mes amis et que moi, comme moi, je pouvais les aider sur d'autres plans du quotidien ou les études ou plein d'autres points de la vie, bah, j'avais besoin d'aide sur certaines choses et qu'ils m'aidaient et que ça s'arrêtait là. Mais ça devient compliqué quand le groupe s'élargit
et qu'on se retrouve à côtoyer des personnes qui me connaissent pas vraiment et qui, en fait, ne connaissent pas mes amis non plus Mm. et qui assistent à ce processus-là d'aide sans réellement comprendre. Et il peut y avoir des fois des petits rires un peu moralisateurs, des, et qui, moi, me blessent. J'apprends à me armer, mais qui, moi, me blessent parce que ça me replonge dans ce que j'ai vécu avec les autres, dans des blessures assez profondes. Mais en fait, rapidement, les gens, ils peuvent comprendre, mais constamment, en fait, je dois juste en soirée, quand il y a plein de nouvelles personnes, à un moment dire: «Ah oui, si vous voyez un tel me porter les verres, c'est parce que je suis handicapée». Et là, ça devient un peu complexe parce qu'on a l'impression d'avoir cassé l'ambiance. C'est, oui, ça devient des fois un petit peu lourd, mais ça change pas l'aide. J'accepte toujours l'aide, mais il y a toujours un moment où ça peut être compliqué, quoi. Très bien, merci. Tu me parles, alors je t'ai posé une question sur tes frustrations au quotidien, c'est-à-dire, et tu as bien voulu m'y répondre, euh, en disant que t'as toujours le sentiment de devoir faire beaucoup plus que les autres. Oui, Tu veux bien m'en oui, parler? oui. Bah, parce qu'en en soi, ça fatigue énormément, de devoir réfléchir, tout le temps, même si, en fait, on voit plus rien et que la rééducation aide beaucoup. Sur le principe de l'handicap même, il y a rien qui disparaît. C'est pas parce que maintenant c'est pas, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas parce que maintenant, je sais faire mes lacets et que je sais m'habiller toute seule que ça me fatigue pas, ou que je sais marcher et que je tombe moins, que j'ai pas le stress fatigue énormément parce que des fois, si je tombe moins, c'est parce que je dois passer tout mon trajet à me dire: «Bon là, attends, tout ça, ouh là, il y a une poubelle, attends, là, il y a quelqu'un qui traverse». Moi, j'ai constamment une voix dans ma tête, qui me parle au haut-parleur pour me dire, il y a des obstacles quand je marche, dans la rue. Donc je rentre plus dans personne ou dans la rue, mais je suis épuisée quand j'arrive chez moi et les et ça ne se voit pas. Donc c'est épuisant de ensuite devoir justifier le fait qu'on est fatigué parce que les autres, ils ont pas vu, ils nous ont vu marcher dans la rue tranquillement, avec les amis et ça se passe bien, heu, pa parce que je peux pas, ils me tiennent pas le bras à chaque fois, ils me tiennent le bras quand je suis vraiment fatiguée et que ça se voit. Mais en fait, ils quand ça va, mais qu'on arrive au point de destination et que je leur dis: «Ah mon Dieu, je suis fatiguée». Ils me disent: «Mais, on a marché que 10 minutes». Oui, mais c'est 10 minutes où moi j'avais le haut-parleur dans la tête, quoi, donc Bien sûr. OK. Alors, sur cette session, il nous reste 8 minutes, mais je vais relancer un lien Teams si tu veux bien, après, mmh. pour pas qu'on soit, pour qu'on aille jusqu'au bout. Juste, donc, il y a quelque chose que j'ai noté et qui m'a beaucoup frappé, et c'est très bien de le ressentir comme tu le ressens. Tu dis, je t'ai posé la question, comment tu gardais tes motivations? Et tu m'as dit tout à fait concrètement et honnêtement, bah, effectivement, tu as parcouru beaucoup de chemin, mais quand tu regardes autour de toi, finalement, tu te dis que tu as de la chance. Ah oui, beaucoup. Oui, oui, j'ai beaucoup de chance et c'est ça qui aide. J'ai beaucoup de chance d'avoir été diagnostiquée très tôt. J'ai beaucoup de chance d'avoir eu des parents qui ont pas fermé les yeux, qui se sont pas dit, «Oh non, en vrai, bon, elle est juste un petit peu maladroite, mais ça ira». J'ai beaucoup de chance d'avoir eu des parents où je pouvais pleurer et hurler dans la voiture. On allait faire de l'orthopsie 2 fois par semaine, j'avais pas le choix. Aujourd'hui, je leur dis merci, vraiment beaucoup, parce que, beh, j'ai pu, même avec l'association, j'ai été allée un petit peu, quand j'étais au collège-lycée, j'ai pu être confrontée à d'autres dyspraxiques, mais qui avaient pas eu la même chance que moi, dans le sens où soit ils ont été diagnostiqués plus tard, soit ils ont été moins bien accompagnés en termes de suivi. Et même s'ils ont l'air profondément heureux dans leur vie, moi, telle qu'elle est aujourd'hui, moi je me dis: «Mais ça se trouve, ils auraient pu faire autant d'études que moi, autant, parce que jusqu'à être allés à l'université,
Moi, à la base, dès le collège, on disait à mes parents qu'il faudrait peut-être privilégier le circuit court, hein. Donc, et on n'a pas lâché. Et aujourd'hui, je suis en fac de droit. Et je pense, il y a tout le monde, il y a tous les dyspraxiques qui pourraient y aller en fac de droit s'ils avaient la chance d'être diagnostiqués plus tôt et de pouvoir faire de la réduc. Mais ça coûte cher, la réduc, parce que tous les rendez-vous, ils sont pas remboursés non plus. Donc, il y a aussi une chance qui est économique. Enfin, j'en ai bien conscience et du coup, j'ai très envie de me battre encore. Très bien. Du coup, on parlait aussi un peu des frustrations au travail en tant qu'étudiante et pour la suite. Et comment tu l'envisages en fait, ton futur travail? Alors, bien sûr, tu t'orientes sur le droit, Mhm. donc c'est quelque chose qui te plaît apparemment beaucoup. Oui, beaucoup. Et donc ça reste, on va dire, c'est les motivations qui te font avancer pour ton futur travail finalement. Oui, bien sûr. Et en- parce que ça ouvre tellement de portes qu'en vrai, je sais pas encore exactement ce que je veux faire, mais que je sais que je trouverai un truc et que de toute façon, plus j'avance, plus je prends ma place et plus je vais laisser le choix à personne, en fait. Je vais pouvoir, j'aurai un chouette travail, le travail que je veux, avec un bac plus je sais pas combien. euh, Et voilà, enfin, parce que je l'aurais parce que j'aurais fait X années d'études et que j'aurais eu aucun passe-droit, quoi, comme les autres. Très bien. Alors, euh, je t'avais posé la question par rapport à tes projets non aboutis. Tu m'as parlé d'un livre. Oui, bah, je voudrais, c'était pendant le confinement de 2020 que l'idée avait germé, mais j'ai jamais pris vraiment le temps de le faire. Mais je sais que je le ferai probablement quand j'aurai fini mes études un jour. Bah, je voudrais écrire un livre qui en vrai résumera un peu tout ce qu'on est en train de se dire. Je voudrais écrire un livre sur le paradoxe du handicap invisible parce que, ouais, sur tout ce qu'on est en train de se dire, parce que moi, j'ai eu une grosse période de ma vie où je voulais être en fauteuil roulant parce que je pensais que leur vie était plus facile. Et là, j'arrive à un stade de ma vie où, pour rien au monde, je voudrais le fauteuil roulant. Mais pourtant, en fait, on veut tout. En fait, tout ce qu'on veut tous, c'est être valide. Autant celui qui est en fauteuil roulant que moi. Et parce on a un lot, enfin, je me répète, mais on a un lot de difficultés. Bien sûr, Sauf qu'en fait, le lot de difficultés, il porte un nom, ça s'appelle juste du validisme. C'est c'est juste du validisme et ce qui pose problème, c'est les handicapés. C'est pas le fauteuil roulant, parce que les regards de pitié, moi je les vois, ils me sont pas adressés à moi, mais quand je les vois, ils me font tout autant de mal que le monsieur qui m'insulte, hein, dans le tramway. bien sûr, Euh, Donc bien sûr. voilà. Bon, on va juste couper là parce qu'on arrive sur tu sais, la fin de la session sur 40 minutes en fait. Et je te renvoie une invitation tout de suite, ça te dérange pas? D'accord, oui, oui. Merci bien. Allez, à tout de suite, Evan.